le MAC Culture. Anne Lépine. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui dans le MAC Culture, nous fêtons un anniversaire avec beaucoup de bougies puisqu'il s'agit des 150 ans du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Pour célébrer dignement un tel âge, toutes les équipes du musée ont organisé un week-end exceptionnel le 20 et 21 septembre prochain, en parallèle des Journées européennes du patrimoine. Alors ce ne sont pas 150 propositions qui sont faites aux visiteurs, mais pas loin. Pour retracer la vie de cette institution si chère au cœur des Nantais et nous présenter ce week-end de fête, j'ai la joie de recevoir dans ce MAC Culture Philippe Guillet, le directeur du muséum. Bonjour Philippe Guillet. Bonjour. Alors, est-ce que vous entraînez pour être prêt à souffler les 150 bougies ce week-end ? Complètement, et les 150 ans que je dis toujours, bien sûr, du bâtiment muséum, et non les 150 ans du muséum, parce qu'il est beaucoup plus ancien. Le muséum est né en 1810, donc il y a maintenant 215 ans, à partir de collections qui ont été rassemblées à la fin du 18e. Oui, 18e. J'allais justement vous poser la question, finalement, qu'est-ce qui a initié ce muséum ? Enfin, on parle du bâtiment, enfin, on reviendra d'ailleurs sur le bâtiment. Pour l'instant, on va parler de l'histoire, peut-être des collections, et surtout son origine. Alors, son origine puise dans le siècle des Lumières, dans cette idée de connaître la nature. Dubuisson était un apothicaire nantais qui avait l'idée de constituer déjà une collection d'histoire naturelle. Et c'est à partir de ce noyau qu'a été créé en 1810 le muséum, alors qui n'était pas rue Voltaire ou place de la Monnaie, mais qui était du côté de la rue Saint-Léonard, donc tout près de l'Erdre, dans l'ancienne école de chirurgie d'ailleurs, mais qui existe toujours. Ce lieu existe toujours, mais c'est un petit peu petit. C'était surtout très humide, puisqu'on était au bord de l'Erdre coulait à l'époque, tout près. C'était très humide et c'était pas très bon pour les collections qui souffraient énormément. Puis on n'avait peut-être pas non plus les techniques de conservation que l'on a maintenant. Parce qu'on se rend compte que dans beaucoup de villes, le muséum, il est attenant au Jardin des Plantes et pas à Nantes. Oui, il n'est pas attenant au Jardin des Plantes. Le Jardin des Plantes a été pourtant une constitution un peu plus, est aussi ancienne. Ça a été des relations qui n'ont pas toujours été faciles entre le muséum et le Jardin des Plantes. Il y a eu des moments de grande tension. Voilà, savoir pourquoi, je ne sais pas. Il y a des questions de personnalité, si j'ai bien compris. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais ça me semble un petit peu lié aussi à des personnes, à des personnalités marquées et marquantes de Nantes. Parce qu'on peut dire que leur vocation est à peu près identique ? La vocation, oui, bien sûr, c'est des vocations de faire connaître la nature, de faire connaître les plantes, de faire connaître les sciences, d'une manière générale. C'est d'ailleurs, oui, la vocation du Jardin des Plantes, encore et toujours. C'est la vocation du muséum. Il était un temps question aussi de réunir le muséum et le Jardin des Plantes. C'est pas si vieux que ça. Il y a une quinzaine d'années, quand je suis arrivé, on en parlait. Et puis, on voit bien que malgré tout, il y a quand même des fonctions de conservation qui le distinguent assez clairement du Jardin des Plantes, qui a des fonctions de conservation de plantes vivantes et pas de plantes mortes comme chez nous ou d'animaux. Donc, c'est un petit peu différent, oui. Peut-être que c'est que du végétal d'ailleurs. Alors eux, c'est que du végétal, oui. Nous, c'est vraiment tout ce qui est science, d'une manière générale. Le muséum, par définition, c'est un musée de sciences, de toutes les sciences. Parce que, en préparant l'émission, et à chaque fois je me pose la question, on parle de muséum, et quelle différence on fait entre un musée et un muséum ? Un muséum, on a l'impression que c'est que pour les sciences naturelles. Alors le muséum, c'est pour les sciences. C'est un musée de sciences. Par définition, c'est un musée de sciences. Ça prend un accent, puisque c'est un nom latin, un mot latin francisé, Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on a constitué, par exemple, ce qui est devenu maintenant le musée du Louvre, c'était le Muséum central des arts. On utilisait le terme de muséum à la fin du 18e, on utilisait ce terme, y compris pour les musées d'art, vous voyez. Et puis en fait, l'histoire a fait qu'on a retenu le terme muséum uniquement pour les musées de sciences et surtout les musées d'histoire naturelle. Alors,
Pourquoi l'histoire naturelle ? C'était la science dominante de cette époque. On avait donc Linné qui avait précédé les choses, on avait Cuvier, on avait donc beaucoup Lamarck, beaucoup de gens très en pointe, en vogue à l'époque, dans cette science qui était celle de la découverte du monde. Donc on était bien dans cette période d'aller connaître le monde par tous les moyens. Et le musée d'histoire naturelle ou le muséum, alors moi on peut faire la distinction, ne pas dire muséum d'histoire naturelle, c'est un petit peu redondant, mais on peut dire musée d'histoire naturelle ou muséum tout court. Pour ma part, je préfère utiliser le terme de muséum. C'est un mot très simple qui évoque chez tout le monde quelque chose. C'est clair, on a une image qui est assez facile à retenir. Puis c'est un joli mot, muséum. Voilà. Donc voilà, cette connaissance du monde 19e, et c'est vraiment le siècle des muséums. Avec la constitution de ces, peut-être, je ne sais plus, à l'époque, pas loin d'une centaine. Maintenant, on dit qu'il y aurait à peu près une soixantaine de muséums actifs sur le territoire français. Quelle était la vocation du muséum à son origine ? Et est-ce que c'est toujours la même, sa mission est toujours la même ? Alors, ça a un petit peu changé parce qu'effectivement, maintenant, on a peut-être une mission avant tout en direction des publics. Et à l'époque, c'était plutôt un conservatoire de collections pour connaître de connaissances et puis de conservation. Donc, un petit peu différent. D'ailleurs, à l'époque, les conservateurs étaient souvent des chercheurs. Ce qui n'est pas le cas maintenant, on n'aurait pas le temps de faire de la recherche. Et ce qu'on met beaucoup en avant dans nos fonctions, dans ce muséum, c'est la fonction, je dirais, pédagogique, en direction des publics, de tous les publics. Bien sûr, le public jeune, mais pas que jeune, c'est aussi pour tout le monde. Oui, c'est sûrement cette balance qui s'est faite. Alors, je disais que le 19e était le siècle, effectivement, des muséums, d'ailleurs des musées en général, mais je crois que la décennie maintenant 2020, c'est, on peut dire, la décennie des muséums aussi, puisque on le voit, les muséums sont, d'une manière générale en France, en train de se rénover à grands pas, en prenant en compte, comme on le voit dans notre projet, toutes les questions qui tournent autour de l'histoire naturelle, autour des sciences de la vie et de la terre. Précisément, vous laissez tout à l'heure sur les bords de l'Erdre. Enfin, on a commencé sur les bords de l'Erdre. Là, on est à Daubrée. Ce musée qui est en plein centre-ville, oui, qui est vraiment, comme vous le disiez, un musée qui rassemble toutes les familles. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose de très affectif. Il devient trop petit. Donc, on parlait de cet anniversaire, 150 ans, c'est celle du bâtiment. Mais ce bâtiment, il va faire peau neuve. Alors, ce bâtiment va faire peau neuve. Surtout, ce qui nous préoccupait, c'est qu'on a eu deux bâtiments qui ont été accolés l'un à l'autre. Alors, peut-être revenir, comment est-ce que vous êtes arrivé, enfin, comment le muséum est arrivé là, puisqu'on l'a laissé sur les bords de l'Erdre tout à l'heure. Oui, on l'a laissé sur les bords de l'Erdre et les conservateurs de l'époque se plaignaient amèrement des conditions de conservation de leur collection et qu'il leur fallait un écrin pour des collections qui étaient quand même de très très belles et qui sont toujours des très belles collections puisqu'on les conserve encore. Et c'est en s'inspirant des musées anglais, ça c'est une chose assez remarquable pour Nantes, c'est vraiment en s'inspirant des musées anglais, en allant voir ce qui se passe en Angleterre, qui était quand même à l'époque bien en avance sur ces questions-là, et qui a fait que le muséum a émergé. Alors, il a été commencé dans les années 1860 avec Frédéric Caillot, qui était un des grands conservateurs du muséum, égyptologue, minéralogiste, malacologue. Enfin, il a été, comme on l'était à l'époque d'ailleurs, vraiment, on savait, ces gens-là savaient tout faire. Alors, c'est quoi, malacologue ? Ah, malacologue, oui, c'est les mollusques, c'est les coquilles, grosso modo, un peu. Et alors, Frédéric Caillot, malheureusement, il est décédé en 1869. 1870, c'est la guerre de 1870, donc les travaux ont été un petit peu mis en sourdine. Et par contre, l'inauguration, 1875, le 19 octobre 1875 exactement, il y a eu le 4e congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences, qui venait donc de naître, qui était tout jeune, juste après la guerre de 1870. Cette association qui existe toujours et qui est très importante au niveau national. Donc le muséum a été inauguré à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans les 150 ans de l'inauguration de ce bâtiment.
Alors précisément, ce week-end de fête avec de multiples propositions pour tous les âges, pour les célébrer ces 150 ans, on a compris plutôt du bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. Avant d'aborder la programmation de ces 2 jours, là, le 20, on va commencer par le 20 et le 21 septembre, moi je vais laisser à NASA le soin de vous souhaiter Happy Birthday en chanson. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo. Happy birthday, woo 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 woo, happy birthday. Cette fois c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière. Il y a tous tes amis d'aujourd'hui et tes amis d'hier. Le champagne coule en rivière, la maman sera fière. Tu prends de l'âge et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Et pense à la famille, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. C'est ça pour la vie, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. Là y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Musique, ateliers, expositions, rencontres, de nombreuses propositions pour fêter les 150 ans du Muséum de Nantes ce week-end 20 et 21 septembre. Un anniversaire dont nous parlons aujourd'hui dans le MAC Culture avec Philippe Guillet, le directeur du Muséum. En début d'émission, je vous demandais, Philippe Guillet, si vous vous entraîniez pour souffler vos 150 bougies. Mais vous n'allez pas être le seul à les souffler puisque Jacqueline Baudouin va être honorée également samedi. Pourriez-vous nous présenter cette dame incroyable qui a tant marqué la vie du muséum ? Oui, Jacqueline Baudouin est arrivée en 1954 au muséum. Elle avait 29 ans, c'était un petit bout de femme extrêmement énergique. D'ailleurs, elle l'est toujours, extrêmement énergique. Et qui est arrivée dans un musée qui était quand même assez maltraité depuis quelques années. Et c'était pas du tout la décennie
favorable pour ces muséums qu'on prenait pour des choses un peu vieilles, pleines de poussière, inintéressantes. Donc ce qui a été remarquable, c'est elle s'est bien battue pour obtenir des financements, pour obtenir des postes et surtout pour redessiner le musée complètement, donc de refaire les présentations, de pouvoir annexer l'hôtel de la Monnaie qui était voué à une toute autre activité. Donc de réunir ces deux bâtiments pour agrandir le musée, créer une salle de préhistoire d'archéologie, créer un vivarium, donc avec un dynamisme qui était d'ailleurs reconnu au niveau national, puisque quand je suis arrivé dans le monde des musées, donc il y a 40 ans, et je suis arrivé grâce à Jacqueline Baudouin d'ailleurs, dans les musées, eh bien c'était une personnalité tout à fait reconnue sur le plan national. Alors là, elle va y avoir une reconnaissance, je crois qu'elle va recevoir une médaille de la ville. Elle va recevoir la médaille de la ville qu'elle n'avait pas encore eue parce que le temps est passé tout simplement, mais c'est quand même une distinction moi, que je trouve tout à fait méritée pour quelqu'un qui, pendant 35 ans, a su maintenir à flot le musée, et de telle manière que quand elle est partie en 89, le Muséum de Nantes était vraiment considéré parmi les tout premiers de France, alors que bien d'autres périclitaient complètement. Et il avait la configuration qu'on lui connaît aujourd'hui. Et qui avait la configuration à peu près. À peu près, parce qu'il y a eu quand même une période de rénovation à la fin des années 2000, donc 2007, 2008 pour la Galerie de Zoologie, 2010, Galerie de Sciences de la Terre, Galerie d'Expo. Mais ça a été un lifting, hein, ça n'a pas été une révolution complète. Alors surtout, allez voir cette merveilleuse dame, parce qu'il faut quand même dire qu'elle elle vient de fêter aussi ses 100 ans. Hein. Oui. C'est quand même incroyable. Ateliers, concerts, quiz scientifiques, découvertes ludiques des collections, films, conférences. Donc, que je le disais en introduction, pas 150 propositions, mais presque ce week-end pour satisfaire la curiosité de tous les âges. Alors évidemment, on ne va pas tous les énumérer. Tout est détaillé sur le site du muséum. Vous avez aussi des dépliants que vous pouvez vous procurer de droite et de gauche. J'aimerais néanmoins qu'on s'arrête sur certaines propositions parce que ce qui m'a particulièrement marqué en préparant l'émission, ce sont tous ces ateliers où l'idée est de faire ensemble. Alors, manipuler, dessiner, observer, enregistrer, chercher. Vous rendez le visiteur acteur. Est-ce important pour vous de faire participer pour transmettre ? Bien sûr, c'est vraiment un des principes du futur musée, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est un des principes du futur musée, c'est effectivement que le visiteur puisse participer le plus possible dans les manipulations, et puis dans cet intérêt aussi pour les sciences. Alors, on a aussi dans ces journées, ce qui préfigure également ce que l'on souhaite développer dans le futur musée, c'est les associations, l'appel aux associations. Donc vous avez toutes les associations qui travaillent avec nous. Alors certaines sont hébergées, comme la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France, vénérable société savante, et puis d'autres comme le Labo Les Savoirs, qui est une jeune association qui fait beaucoup en matière de sciences, donc qui est aussi partie prenante de cette fête des 150 ans. Donc oui, travailler avec les associations, travailler avec les scientifiques aussi, qui soient connus comme Olivier Sauzereau ou d'autres peut-être un peu moins connus, et vraiment pour que le public soit bien associé et soit en prise directe avec la science. Ça fait vraiment partie du futur musée. On a même un espace qui est l'Agora des sciences, dans le futur musée, qui sera un lieu dit de sciences participatives où on pourra bien sûr faire de la science, mais aussi rencontrer des scientifiques, poser des questions à des scientifiques, et ça c'est vraiment important. Ça va être à eux d'arriver aussi, les scientifiques, à se mettre à la portée de tous les publics. C'est un travail, oui. Nous parlions de Jacqueline Baudouin tout à l'heure. Il y a une autre grande dame du muséum qui est mise à l'honneur ce week-end, c'est la baleine. Ah, oui. On va écouter son histoire. Et qu'est-ce qu'elle va devenir pendant la fermeture du musée, cette fameuse baleine ? Alors, cette baleine, qui nous pose d'ailleurs d'énormes problèmes parce que dans la configuration actuelle, puisqu'on a refait l'accueil du musée maintenant il y a quelques années, on ne peut plus la sortir par les portes. Donc on va être obligé de démonter une grande fenêtre pour pouvoir la sortir. Ah oui, on est obligé de tout vider de toute façon. On ne peut rien laisser dans ce musée qui va être laissé après aux entreprises pour le remettre en état. Donc il faut la démonter. Tout ne se démonte pas en plus. On croit que c'est assemblé. Non, il y a des choses qui sont collées ensemble. Il y a tout un ensemble de vertèbres par exemple. Donc on va sortir la baleine
par la fenêtre, et puis elle va aller rejoindre pour quelque temps un lieu de stockage. Heureusement pour nous, c'est pas trop fragile, ce sont que des os. Donc, et pour revenir, je dirais après en beauté, parce qu'elle sera quand même bien placée dans le futur musée. Oui. Importante. Donc finalement, elle ne fera qu'enrichir son histoire. Vous parliez de déménagement et ça tombe bien parce que j'allais vous parler de cet atelier Ça va cartonner qui va inviter les visiteurs à préparer les cartons de déménagement. Alors je me disais, tiens, vous profitez, vous avez de la main-d'œuvre ce week-end. Alors vous, Philippe Guillet, directeur du musée, hop, vous faites faire les cartons par les visiteurs. C'est un petit peu ça. C'est aussi pour leur montrer la complexité de ce qu'on appelle un chantier des collections, qui est, on a à peu près 15 000, on a estimé à peu près 15 000 objets que l'on doit vider du musée pour le 31 août, puisqu'à partir du 1er septembre 2026, normalement, les entreprises sont là et travaillent à l'intérieur. Donc, vous imaginez bien que 16 000 pièces de collection, il y a un peu d'archives, mais il y a beaucoup de pièces de collection qui doivent être évidemment transportées dans des conditions optimales, protégées, qui doivent être ensuite traitées, parce qu'il y en a certaines qui peuvent être infestées, et donc on ne peut pas introduire dans les réserves des éléments abîmés, en quelque sorte. Donc il y a tout un travail, toute une préparation, toute une chaîne qui se met en place et qui va nous entraîner, qui va durer bien 8-9 mois, donc jusqu'au 31 août. Oui, mais là, précisons quand même que les visiteurs, c'est vraiment un atelier pour voir comment c'est fait. C'est pas eux qui vont manipuler les pièces. Non, c'est quand même là des spécialistes qui font ça. Oui. Un musée, on le dit, c'est vivant. Et par exemple, le film, ils sont partis à la recherche d'un dinosaure, nous le prouve, parce que vous proposez de suivre une équipe du muséum qui est partie dans le Wyoming. Et je me dis qu'avec un film comme ça, vous allez en susciter des vocations. C'est aussi notre rôle, c'est bien sûr de susciter des vocations scientifiques. On sait qu'on a besoin de science, on a besoin de scientifiques, donc tout ce qui peut permettre effectivement d'intéresser les jeunes, notamment à la paléontologie, mais pas que la paléontologie, parce qu'à la fois on s'intéresse à la paléontologie, puis après on ira en physique faire plein de choses. Mais l'intérêt, c'est vraiment de déclencher un intérêt pour les sciences, pour la démarche scientifique, la méthode scientifique. Donc ça a été... une expérience de 2 ans, puisque l'équipe est partie à l'été 2024 et retournée cet été 2025, dans des conditions qui ne sont pas des conditions faciles. On est dans le Wyoming. Alors c'est très dépaysant, parce qu'on est au pays du Far West, complètement. C'est loin de Nantes. On est loin de Nantes, mais en même temps, c'est le Far West, c'est des zones très chaudes, très poussiéreuses, travailler dans la poussière, travailler dans la chaleur, pelleter, trouver les os, un peu d'os, beaucoup d'os, et tout ça pour évidemment que Nantes et que le Muséum de Nantes puisse présenter un dinosaure à son ouverture. On parle de traces, justement, qui ont plusieurs milliers d'années. Ce week-end, vous proposez justement aux visiteurs de laisser aussi une trace, alors soit vocale, soit picturale. Alors, soit vous racontez un souvenir donc dans un micro au Lab des Savoirs, vous en parliez tout à l'heure de cette association, ou en participant à la grande fresque murale de 10 mètres de long qui sera au premier étage. Garder des traces d'un événement comme celui-ci, est-ce important aussi pour un musée ? Oui, c'est important. C'est aussi important pour les visiteurs, parce que les visiteurs, et vous l'avez dit au tout début de l'émission, c'est un monument, un monument, oui, on peut le dire, qui marque beaucoup les Nantais. Et on l'a vu d'ailleurs aussi quand on est passé au Conseil métropolitain à l'unanimité. La décision a été votée pour le reconstruire, le rénover, et on voit bien que l'attachement des Nantais à cet édifice est vraiment très important. Donc, il y a toujours une relation affective et il y a toujours des souvenirs. Donc ce qu'on demande aux passants, ce qu'on va demander à nos visiteurs, c'est de matérialiser ce souvenir. Quelle forme, ça c'est à voir. Chacun aura les moyens de s'exprimer suivant ses dons. Évidemment, il y aura de la musique, il va y avoir des conférences, parce que là, on parle beaucoup d'ateliers pour le jeune public, mais il y a aussi des conférences sur, par exemple, Tesla. On va découvrir que c'est plus qu'une marque de voiture. Il y a aussi le professeur Top et sa Top Mobile. Enfin, voilà, un tas de... Et puis de la musique, surtout de la musique également, parce que là, c'est vraiment un week-end de fête. Mais peut-être, avant de conclure, moi, je voudrais vraiment qu'on revienne
revienne justement sur ce futur musée. Philippe Guillet, vous l'évoquiez un petit peu. Alors, quel est l'objectif ? Alors l'objectif, c'est d'augmenter déjà les surfaces ouvertes au public, bien sûr, parce que le musée est trop petit. Il a un gros succès. Nous avions quand même presque 200 000 visiteurs dans un espace assez réduit en 2023. Donc l'idée, c'est bien sûr d'agrandir, de proposer un discours, parce que là, c'est un petit peu éclaté, mais proposer un discours sur l'histoire de la Terre, sur l'histoire de notre Terre, et des questions qui se posent maintenant quant à cette Terre, où va-t-on ? On est dans cette période qui n'est pas encore tout à fait définie, mais qu'on peut, par simplification, adopter, c'est l'Anthropocène. Et l'Anthropocène, c'est la marque de l'homme sur cette terre. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Qu'est-ce que la science a à nous dire sur cette question-là ? C'est vraiment... On reste dans le domaine scientifique et je crois qu'on est aussi crédible en la matière. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que la science a à dire. Et tout ça, bien sûr, avec beaucoup de collections, de nouvelles collections, des surprises... Évidemment, le numérique, parce qu'on ne peut pas se passer du numérique maintenant pour raconter des choses. Donc, avec un ensemble de moyens qui n'existaient pas et qui n'existent pas dans ce musée, et puis dans un environnement, évidemment, très favorable à la rencontre du public et de la science. Voilà, parce qu'on parle beaucoup du public, mais c'est aussi un outil pour des scientifiques. C'est aussi un outil pour les scientifiques, bien sûr, puisqu'on a quand même des collections qui sont des collections, pour certaines, très originales et qui ont un grand intérêt scientifique. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, on ne fête pas ses 150 ans tous les jours, donc à date exceptionnelle, événement exceptionnel. Durant 2 jours, le 20 et 21 septembre, de 10h à 22h le samedi et de 10h à 18h le dimanche, une multitude de propositions entièrement gratuites vous sont faites au Muséum de Nantes. Alors pour certains ateliers, il est recommandé de s'inscrire parce que les places sont limitées. Donc je pense que tout ça, vous trouverez toutes les informations sur le site du musée. Profitez-en parce que le 3 novembre au soir, ça y est, c'est fermé. Donc le musée ferme ses portes. Il les réouvre en 2029 ? 2029, c'est tout à fait ce qu'on prévoit, juin 2029. D'accord, pour un musée plus grand, plus beau. Plus beau. Toujours le même ? Toujours le même. Il y a la collection, les galeries de zoologie par exemple, qui sera embellie bien sûr, mais on va retrouver la galerie de zoologie et puis d'autres galeries parce qu'on a plein de choses à dire. Bon. Merci beaucoup Philippe Guillet de nous avoir parlé de cette institution, comme vous disiez, qui est si chère au cœur des Nantais. Cette institution dont vous êtes le directeur. Alors je vous souhaite, ainsi qu'à toutes les équipes du Muséum, un très bel anniversaire ce week-end. Profitez-en bien, on a compris, avant les cartons et d'attaquer les travaux. Merci. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. Au revoir.